On va voir ensemble aujourd'hui une technique de nutrition entérale qui est la réinstillation du chyme digestif. Et donc, on va partir d'un cas clinique qui est réel. Il s'agit de Madame K.A., âgée de 29 ans, atteinte d'une maladie de Crohn iléocolique fistulisante sténosante depuis 2011, avec échec primaire de l'infliximab, de l'adalimumab et échec anaphylactique suite à la reprise de l'infliximab. Elle a eu une coloprotectomie totale avec amputation abdominopérinéale et iléostomie définitive en mai 2016. En février 2021, elle a eu une résection du segment grélique avec déconnexion des fistules avec stomie en canon de fusil. On a tenté un rétablissement de la continuité en octobre 2021 avec ce qui s'est compliqué d'une péritonite par lâchage anastomotique. Et depuis, elle était hospitalisée à plusieurs reprises au service de gastro à l'hôpital Montgisny pour déshydratation et dénutrition sévère mise sous nutrition parentérale et qui s'est compliquée à plusieurs reprises par un sepsis surcaté. Nous avons été donc sollicités en tant que nutritionnistes en décembre 2022 pour la prise en charge nutritionnelle. Pour l'évaluation de l'état nutritionnel à l'examen clinique, la patiente était très asthénique, elle avait un BMI à 11,29, elle était très déshydratée, elle avait 2 poches de stomie, une iléostomie définitive à gauche qui est presque vide et une entérostomie double en canon de fusil à droite à haut débit, en moyenne ramenant 6 litres par 24 heures. Donc à noter que la nutrition parentérale était arrêtée devant une fièvre apparue après 48 heures et l'enquête alimentaire a révélé des apports spontanés suffisants. À la biologie, elle avait une hypoalbuminémie à 34,8, une hypocalcémie à 2,1 et une carence en vitamine D. Donc, selon la HAS, notre patiente a une dénutrition. Le diagnostic est basé sur l'association d'un critère phénotypique à un critère étiologique, qui est l'IMC inférieur à 18,5, avec une diminution de l'absorption en rapport avec la maladie de Crohn. Et cette dénutrition est jugée sévère devant l'IMC, qui est inférieur à 17 kg par mètre carré. Donc, notre patiente présente aussi un risque élevé de syndrome de renutrition inappropriée. Ce syndrome, en fait, survient souvent lors de la renutrition des patients dénutris et ça reflète la transition métabolique d'un état catabolique à un état anabolique. Ça résulte d'une déplétion en électrolytes et micronutriments qui peuvent être sévères et amener même à une défaillance multiviscérale. Donc, le dépistage repose sur les critères de Nice et impose la correction des déséquilibres électrolytiques et vitaminiques avant de débuter la renutrition. Donc, schématiquement, notre patiente a une entérostomie en canon de fusil au niveau de la fosse iliaque droite, avec un grêle d'amont de 80 cm, un grêle d'aval de 100 cm qui se termine par une iléostomie définitive au niveau de la fosse iliaque gauche. Donc, l'interruption de l'intestin grêle par cette entérostomie double a séparé l'intestin en 2 entités anatomiques différentes. L'intestin proximal de 80 cm de longueur, dont la fonction digestive est conservée, et l'intestin distal de 100 cm de longueur, qui est au repos. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Grêle-Courdaman, qui va entraîner donc une insuffisance intestinale avec impossibilité de couvrir les besoins protéino-énergétiques et en micronutriments, avec comme conséquence une dénutrition, une atrophie du segment d'aval avec perte de la flore intestinale et altération de la qualité de vie du patient. Donc, selon les recommandations de l'ESPEN, on doit apporter une assistance nutritionnelle à notre patiente. Par quelle voie? Donc, la voie orale n'est pas indiquée pour cette patiente, vu le débit de l'entérostomie. On risque de majorer les pertes intestinales sans pour autant couvrir les besoins nutritionnels. La nutrition entérale est contre-indiquée devant le grêle fonctionnel court inférieur à 120 cm. Habituellement, donc, la nutrition parentérale présente le traitement de choix dans ce cas. Donc, néanmoins, cette nutrition parentérale n'est pas dénuée de complications mécaniques, infectieuses et thrombotiques. Et la réinstillation du chyme représente dans ce cas une alternative préférée à la nutrition parentérale. Alors, quel est le principe de cette réinstillation? D'abord, cette technique a été décrite pour la première fois par Levy. Levy, c'est le père de la nutrition entérale, dans les années 70. Ça consiste à récupérer le chyme d'un segment intestinal d'amont pour le transférer vers un segment d'aval en cas de double entérostomie digestive, mais aussi en cas de fistule grêle à haut débit. Donc, ça permet de rétablir la continuité fonctionnelle de l'intestin grâce à une circulation extracorporelle du chyme, moyennant une pompe spécifique. Ça va permettre donc la remise en circulation de l'intestin en aval de l'entérostomie, restaurer la totalité des capacités de digestion et d'absorption intestinale, tout en préservant la flore intestinale du segment d'aval.
Donc, elle peut être indiquée devant toute situation de grêle court, produisant au moins 1000 à 1200 millilitres par 24 heures, avec une accessibilité aux deux orifices visibles et capable d'être intubé, un segment grêle distal suffisant et l'absence de fistule ou de sténose au niveau du tube digestif d'aval. Donc, plusieurs études ont rapporté les bénéfices de la réinstillation du CHIM, à savoir la réduction du débit d'amande dans les fistules digestives hautes, l'augmentation de la réabsorption des graisses, la normalisation des perturbations hépatiques, le sevrage complet de la nutrition parentérale, la minimisation du coût de la prise en charge des patients et la normalisation de la citrullinémie, qui est le marqueur de l'insuffisance intestinale. Donc, qu'en est-il des effets secondaires de la réinstillation du CHIM? Aucune mortalité, très peu de morbidité ont été rapportées par la littérature, à savoir donc quelques cas d'apparition de fistules ou de distension colique sur une sténose d'aval, quelques désagréments gastro-intestinaux, type douleur de l'intestin en aval ou des coliques et des diarrhées. Donc, les principales causes d'échec rapportées par la littérature sont une longueur insuffisante du grêle d'aval, une sténose ou une obstruction d'aval, une cathétérisation difficile du segment d'aval ou une intolérance à la réinstillation du CHIM. Donc, d'où la nécessité d'une évaluation correcte du segment d'aval avant l'initiation de cette technique. Malheureusement, en pratique clinique, cette technique reste sous-utilisée et les raisons de réticence sont nombreuses. Donc, principalement, l'absence de protocole, de personnel expérimenté, la répugnance, la prescription facile de la nutrition parentérale dont les protocoles sont bien connus avec une efficacité qui est indéniable, la rareté des publications, l'absence de prise en charge par l'assurance maladie et surtout l'absence de matériel spécifique en court-circuit fermé. Donc, concernant le mode de réalisation, en 1970, le docteur Etienne a conçu la première pompe de réinstillation du CHIM qui est gérée par un automate qui est capable d'adapter en fait la vitesse de la pompe au débit irrégulier de l'entérostomie, sans intervention des soignants, sans manipulation du CHIM et sans odeur. Donc 20 ans après, on a réédité un automate l'Entéromat 2 avec deux pompes, l'une qui aspire en permanence le CHIM et la deuxième qui le réinjecte dans l'astomie d'aval, toujours dans un circuit fermé. Donc en 2010, on a vu l'apparition de l'Entéromat mobile qui permettait plus de liberté pour les patients, mais malheureusement tous ces dispositifs Entéromat ne sont plus commercialisés et depuis on observe très peu de progrès dans ce domaine. Certaines équipes ont utilisé donc ce raccord pour les entérostomies en canon de fusil. En 2019, on a réinventé un dispositif de réinstillation qui est l'EXCEP1. Et plus récemment, la HAS a conclu sur l'éligibilité du produit Insight System comme système de réinstillation du CHIM. Donc, de façon générale, la rareté de ces dispositifs spécifiquement dédiés à la réinstillation représente le frein principal à sa réalisation et la plupart des équipes utilisent des moyens disparates comme les pompes et les aspirateurs. Pour notre patient, c'est ce qu'on a fait en fait. Donc, je vous montre le montage qu'on a créé. On a collecté le CHIM à partir de la stomie afférente dans une poche de stomie vidangeable, qu'on a relayé après par une tubulure de nutrition entérale à la NutriPompe. Cette NutriPompe a servi de pomper le CHIM dans le segment intestinal d'aval selon un débit qui était régulier. Donc, le segment intestinal a été cathétérisé par une sonde de Foley à partir de l'astomie efférente qu'on a raccordée ensuite à la tubulure de la NutriPompe. Donc, l'évolution était spectaculaire avec une prise pondérale de 30 à 42 kg avant la chirurgie, malgré quelques difficultés, à savoir l'obstruction répétitive de la tubulure et la limitation de la mobilité par l'appareillage qui était assez complexe. La patiente a été opérée le 29 avec des suites opératoires simples avec un poids actuel à 52 kg. Donc, merci.